Bonsoir à tous, nous sommes ce soir à la Fondation Vuitton pour Explicite, la Fondation Vuitton qui abrite l'exposition Choukine, icône de l'art moderne. C'est les dernières heures de l'exposition. On va rejoindre Anne Baldassari, la commissaire de l'exposition, qui va nous emmener dans les salles de ce musée. Bonsoir Anne Baldassari. Alors ce soir, c'est l'avant-dernier soir de l'exposition, une exposition qui est inédite parce qu'elle a quand même réuni plus d'1 million de personnes. Plus d'1 million de personnes, mais on aura les chiffres demain soir, puisqu'on termine demain à 23 heures. Et elle est exceptionnelle aussi pour toutes les œuvres qu'elle réunit. C'est la première fois que ces œuvres reviennent en France après presque un siècle. Donc elles ont quitté en 1914 pour les plus récentes, Paris pour Moscou, donc il y a bien plus d'un siècle. Et cette exposition réunit des œuvres de légende dans un accrochage qui évoque justement le palais Troubetskoïe à Moscou, où elles étaient accrochées et présentées au public très tôt, dès 1908. Alors que va-t-on voir? Quels artistes allons-nous voir? Alors là, on prend l'exposition déjà bien engagée, vous le savez. On arrive dans une salle monographique, une salle qui est dédiée à Gauguin. Si vous pouvez montrer aux internautes cette grande installation. En fait, là, on a des photographies. Voilà, en noir et blanc. Ce sont des photographies historiques, des documents du palais Troubetskoïe avec l'accrochage des œuvres de Gauguin ici, surmontées par des Van Gogh, et de ce côté des œuvres de Matisse. Et dans la salle, après être passé à travers ce mur de la mémoire, cette sorte de mirage, on va basculer dans la réalité des tableaux, entrer dans l'emprise physique, pigmentaire, dans l'émotion des tableaux eux-mêmes. Et donc on va rencontrer à cet étage, il y a 4 étages dans l'exposition, un ensemble de toiles de Gauguin, puis dans la salle suivante, une grande salle thématique qui sera dédiée aux portraits féminins. Donc je vous emmène. C'est une grande exposition. C'est une grande exposition. Il y a 160 tableaux avec des œuvres qui démarrent. La plus ancienne date de 1866. C'est l'étude pour le déjeuner sur l'herbe de Monet. Et puis les plus récentes sont des papiers collés de Pablo Picasso, achetés en 1914 par Sergueï Choukine, donc ce grand collectionneur russe, industriel du textile, immensément riche, qui avait décidé en 1898 de faire une grande collection d'art français contemporain. Alors il a commencé avec Monet et les impressionnistes, donc ce sont des salles que vous montrerez peut-être ensuite. Puis avec Gauguin et Cézanne, il s'est intéressé au post-impressionniste, et ensuite essentiellement à Matisse et Picasso, aux fauves et aux cubistes. Donc on est vraiment au cœur d'un art en train de se faire, et il fallait une grande audace à l'époque. C'est un avant-gardiste, Choukine. Un avant-gardiste, oui. Il s'est formé au fur et à mesure. D'ailleurs, l'exposition retrace aussi, en une salle introductive, sa première collection, qui était beaucoup plus hésitante, éclectique, avant qu'il s'engage dans ce travail d'études, parce qu'il a étudié ses œuvres, et de soutien aux impressionnistes, post-impressionnistes, fauves et cubistes. Donc, alors là, on est dans la salle Gauguin. Voilà. Donc là, c'est un ensemble qui réunit 10 toiles de Gauguin sur les 16 qui appartenaient à la collection de Choukine. Certaines n'ont pas pu venir dans cette exposition pour des raisons de conservation. Et on a tout un ensemble de toiles qui témoignent de l'intérêt de Choukine pour la période tahitienne de Gauguin. Ce sont des œuvres de 1892 à 1900, et notamment celle-ci, qui est la plus tardive, 1901, Les Tournesols. Grand tableau autour de l'œil mystique, donc un grand tableau symbolique. On découvre Gauguin avec sa palette somptueuse, des couleurs extrêmement subtiles, recherchées. Ce ne sont pas du tout des couleurs qui sortent du tube, hein. On est vraiment dans un travail de coloris exceptionnel, des grands aplats, un symbolisme. Et dans cette séquence tahitienne, notamment, Gauguin s'intéresse à l'iconographie chrétienne qu'il transpose dans la culture maori, celle des rituels maoris. Et on a vraiment une combinaison de ces deux univers qui a passionné Choukine, lui-même
vieux croyants appartenant à ce qu'on appelle les chrétiens orthodoxes d'avant le schisme, de la fin du XVIIe siècle, et qui a un rapport à la peinture. La peinture, c'est le sacré, la peinture, c'est la révélation. Donc on est ici dans une sorte de convergence de trois cultures, de trois relations sacrées, la culture orthodoxe russe, l'iconographie chrétienne européenne et la culture maori polynésienne. Alors on va continuer dans la salle Gauguin. Dans la salle Gauguin, donc toute la séquence des peintures qui sont ici témoigne de cet intérêt pour l'iconographie chrétienne. Ici, avec la fuite en Égypte ou le gué, on a des maternités, des annonciations, la chute du paradis terrestre, avec, on peut voir une figure comme celle-ci, un jeune homme qui cueille le fruit défendu, ou alors dans ce grand tableau panoramique. Celui qu'on vient de voir. Oui. Voilà, on est vraiment c'est l'Éden et la chute de l'Éden. Donc, on est vraiment dans un univers sacré et poétique qui est d'autant plus intéressant considéré sous cet angle qu'à l'époque, comme il y a un ensemble de figures qui sont nues, c'était extrêmement choquant pour la bonne société russe, et quand les œuvres sont arrivées à Moscou, elles étaient considérées comme licencieuses, et très longtemps Tchoukine a dû les cacher avant, et puis finalement il a assumé la nature exceptionnelle de ces tableaux, et il les a accrochés comme une iconostase, une grande composition de tableaux religieux dans sa salle à manger, au vu et au su de tous. Là, il s'approche. Donc je vous emmène peut-être maintenant dans la salle On va continuer, oui. Très féminin. Tchoukine, c'était un avant-gardiste. Et il était un peu dans la transgression, alors ce que vous me disiez il y a un instant. Il était aussi dans la transgression par rapport à ses propres critères. C'est qu'il était fasciné par ses œuvres. Il disait, quand un tableau vous bouleverse, achetez-le. Mais justement, il travaillait sur ce bouleversement, sur une perte de ses propres repères. Il était un grand bourgeois, assez compassé, conventionnel, et il a fait un énorme travail pour se libérer de cette conception de la peinture très décorative, assez lourde, assez des paysages, des allégories, une peinture très très pompier carrément à une période quand il commence à collectionner, et puis il va comprendre que ces artistes qui à l'époque étaient considérés comme des révolutionnaires, ces peintures sont une insurrection en marche. Alors là on est dans la salle des portraits de femmes. Oui, et donc là on peut voir comment tous ces portraits qui ont quasiment, les portraits féminins, qui ont quasiment à peu près le même format, on voit une femme qui se forme et qui se détourne, qui nous regarde et qui nous ignore, et en fait il s'agit beaucoup plus de la peinture en train de se peindre que de portraits féminins réalistes qui se rattacheraient à des individus particuliers. C'est la peinture elle-même qui est représentée, et c'est la transformation de cette peinture que nous donne à voir cette salle. Une sorte de grande séquence très didactique, et qui permet aux visiteurs de voir comment, depuis ce petit Degas de 1870 jusqu'au Matisse et au Picasso de 1909, qui conclut cette salle, qui sont les œuvres les plus récentes, on peut voir tout presque un siècle de peinture se faire, et les grandes nouveautés de l'art contemporain au moment même où cette révolution s'accomplissait. Donc voilà, on a... alors je peux vous les nommer. Renoir, là-bas, Carrière, un artiste important à la fin du 19e siècle, au début du 20e, qui avait été le maître de Matisse à l'école des Beaux-Arts, qui avait été un modèle pour Picasso. Alors Eugène Carrière, on trouve ses peintures, par exemple au musée d'Orsay, il est peu connu. Il y avait 4 toiles chez Tchoukine, et j'en présente 2 dans cette séquence. Ici, un merveilleux Lautrec, cette femme à la fenêtre, une extraordinaire buveuse d'absinthe de Picasso de 1901,
Donc juste avant qu'il bascule dans la période bleue. Et puis ici, donc la petite danseuse de Degas, qui était considérée comme une sorte d'offense à la beauté, avec sa jambe désarticulée, son sorte de tutu informe. Elle était considérée comme un simiesque, comme une bête humaine. Le grand Cézanne, la femme en bleu, au centre de la salle, qui porte d'ailleurs toute la structure de cette salle. Picasso disait de Cézanne, il est notre maître à tous, et c'est vrai que Cézanne a constitué le pivot à partir duquel Matisse et Picasso vont bâtir leur œuvre. On a ici un petit Picasso de 1905 qui est comme une vue rapprochée d'une étude qui est présentée dans la première salle de l'exposition. Une étude pour la famille de Saltimbanque, qui est l'une des grandes œuvres de la période bleue de Picasso. Ici, la femme au tambourin de Matisse. Alors là, on a toute la thématique algérienne, moyen-orientale, hispanique, où la couleur, la thématique de la danse qui est presque sonore, la relation entre son et couleur devient très, très puissante. Un portrait par André Derain, qui avait été fauve, qui est devenu cubiste et qui là commence à se détacher du cubisme pour développer une œuvre qui prendra des formes plus spécifiques, allant jusqu'au néo-gothique. Ici, un merveilleux Donnier Rousseau. Alors, Donnier Rousseau, c'est un artiste, vous savez, il était douanier, Henri Rousseau, ami de Picasso, découvert justement par Picasso et ses amis cubistes, qui vont lui faire un grand banquet en 1908. Et Donnier Rousseau sera très peu reconnu de son vivant. Et Tchoukine, parce qu'il a vu les Rousseau chez Picasso, au Bateau Lavoir, va acheter un ensemble très important de Rousseau. Et on a dans l'exposition, je crois qu'on a 5 œuvres qui témoignent de son intérêt. Et ici, on a La Muse et le Poète. Et il s'agit de Guillaume Apollinaire et de Marie Laurencin. Alors, ils sont tous les deux très, très transformés. C'est un tableau qui est symbolique. On est dans une approche à la fois naïve et symbolique. Et Donnier Rousseau joue un rôle très singulier dans la collection, parce que c'est une sorte de voie parallèle à celle de l'art moderne, de cet art moderne et de ses filiations de la haute culture. Donnier Rousseau travaillait à partir de bandes de gravures, de photographies. Il était complètement dans une autre approche de l'iconographie que celle qui était celle de l'académie, des ateliers et de la peinture savante. Donc c'est extrêmement intéressant de l'avoir au centre de cette collection. Il a d'ailleurs nourri en Russie des œuvres très intéressantes. Alors, on n'est pas ici dans un vis-à-vis avec toutes les œuvres qui ont été influencées par la présence de ces tableaux. On y reviendra peut-être plus tard dans une autre exposition. Et puis ici, un Matisse de 1909 et un Picasso de 1909, à qui, quelques mois après qu'ils aient été peints par les deux artistes, et qui donnent l'essence même de ces tableaux et de la manière dont chacun de ces peintres travaillait. Pour Matisse, il s'agit d'une sorte de descente à l'intérieur de l'essence du modèle, une sorte de presque d'écorché psychologique, de psychanalyse du sujet. Et pour Picasso, c'est une construction matérielle, et on est ici dans une peinture qui fonde le cubisme avec le jabot, l'éventail, la main, le chapeau, et tout ceci construit une espèce de volume très complexe. Et puis on a aussi cette sorte d'épissure de la nature morte au premier plan, la même que celle qui est présente dans les Demoiselles d'Avignon. Et cette peinture, Tchoukine va l'acheter, elle est très très difficile, il va la détester, c'est l'un des seuls propos que nous ayons de Tchoukine. Il dit avoir détesté ce tableau, et pendant plus d'une année, il va l'accrocher et tourner autour. Et puis progressivement, le tableau va l'emmener, va le transformer et en faire d'une certaine manière sa chose. Le tableau va le transformer. Alors là, on va changer de salle, on va même monter d'un étage. Oui. On va prendre les escalators ensemble. J'en profite pour vous poser quelques questions sur Tchoukine. Vous me disiez qu'il n'aimait pas la toile qu'on vient de voir. Donc Tchoukine achetait des œuvres qu'il n'aimait pas. Non. Et c'est ce qui est important, c'est que Tchoukine est capable, parce qu'il est bouleversé, de se dire que cette peinture qu'il ne comprend pas, qui ne lui plaît pas, pour laquelle il n'a pas d'attraction évidente, eh bien,
porte en elle-même un changement. Et par le fait même qu'il perde ses repères, qu'il soit bouleversé, qu'il soit gêné, il est vraiment entre réticence et résilience et résistance au tableau. Et chaque fois qu'il ressent cela, il va acheter des œuvres. Il va acheter contre son propre goût. Et c'est ce qui fait l'intérêt de ce collectionneur. C'est qu'au moment où cette peinture s'invente, eh bien, elle est d'une certaine manière irregardable, irrecevable. Et il va faire ce travail, lui, de confrontation, on va peut-être refilmer ceci, de confrontation, il va s'exposer à ces tableaux, attendre que ces tableaux le modifient et puis se faire le médiateur face à un public, ce public moscovite, de la grande bourgeoisie, des intellectuels, mais aussi des artistes. C'est la raison pour laquelle, dans l'exposition, j'ai intégré toute une partie des avant-gardes russes qui se sont formés chez Tchoukine. Sachant que lui n'a jamais collectionné ces artistes, mais il les a formés, il les a éduqués, Il les a nourris. Il les a accueillis et il les a nourris. Alors vous pouvez nous raconter ce qu'on est en train de voir en ce moment là sur le mur? Alors là, c'est très belle restitution de ce qu'on appelait le salon rose au Palais Trubetskoï. C'était le grand salon d'apparat qui se trouvait au centre du bâtiment, qui est une architecture baroquisante avec des sortes de cariatides, des éléments peints, des stucs, des médaillons. On a toute une partie en hauteur qui n'est pas visible sur la photographie, avec des peintures en trompe-l'œil. Et on l'appelait le salon rose, mais en fait le sol était recouvert d'un tapis rouge cerise, les murs tapissés de vert, les banquettes étaient habillées de toile rose, de soie rose. Et dans ce lieu, Matisse vient à Moscou, invité par Tchoukine en 1911, il va passer 3-4 semaines à Moscou et il va se saisir de ses propres œuvres parce qu'elles sont déjà accumulées. Il était mécontent de l'accrochage un petit peu hétéroclite que faisait Tchoukine de ses propres toiles et donc il va accrocher le salon, en faire son propre salon. Ça devient un salon Matisse. Pendant tout un temps, il va garder une seule peinture, une peinture de Cézanne, un bouquet, et puis ce bouquet finira par rejoindre notre salle. Donc ici, on est dans une grande salle dédiée à Matisse. Il y avait 37 Matisse dans la collection de Tchoukine. Dans cette salle, bien évidemment, on en a un peu moins, mais ce sont des très grands formats. Les œuvres de Matisse, on les trouve partout dans l'exposition, mais elles sont ici rassemblées dans une salle monographique. Chaque fois que nous avions des ensembles très importants dans la collection de Tchoukine, j'ai créé des salles monographiques. Donc j'en ai créé pour Monet, pour Gauguin, pour Matisse et pour Picasso. Et les autres artistes qui sont très nombreux, qui représentent la majorité, on trouve leurs toiles dans des salles thématiques, on combine différents artistes. Alors, je crois que cette œuvre-là, elle est assez rare en France. Oui, alors en fait, il n'y a que 4 toiles de Matisse de cette période au monde, dont 2 se trouvent dans les collections russes. Ici, c'est l'Atelier Rose de 1911. Il existe également la famille du peintre de la même période, qui se trouve aussi aujourd'hui au musée de l'Ermitage. Cette peinture, l'Atelier Rose, se trouve au musée Pouchkine. Elles étaient toutes les deux dans la collection de Tchoukine, bien entendu. Et puis, il y a l'Atelier Rouge qui est au musée d'art moderne de New York, qui est postérieur de quelques semaines par rapport à celui-ci, et l'intérieur aux aubergines. Sur ce tableau, en fait, on voit d'autres œuvres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce tableau de 1911 a été peint en retour de Matisse de Séville. Et à Séville, il y avait justement un atelier badigeonné avec ce rose très violent et qui va complètement colorer la mémoire et il va le transposer dans son atelier d'Issy-les-Moulineaux. Et puis on a une sorte d'inventaire de l'œuvre en train de se faire à l'époque, avec des œuvres de 1908, la figure décorative, le luxe de 1907, une étude du plâtre, du dos, qui se trouve au centre Pompidou de 1909. On voit la danse dans la version de New York, pas celle de Tchoukine, mais celle du MoMA aujourd'hui, qui se retrouve d'ailleurs ici, mais aussi la femme aux yeux verts, le jeune marin, la nature morte au cyclamen. Donc toutes ces œuvres marquent la période de sortie du fauvisme et d'élaboration post-fauve de Matisse. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on peut voir que l'espace se déforme. On a une sorte d'espace courbe, à la fois convexe et concave, et qui est un élément et des perspectives divergentes pour chaque élément du tableau. Et tous ces éléments ressortent
d'une étude des icônes byzantines qui ont énormément influencé non seulement Matisse mais Picasso et qui vont contribuer à fonder ce nouveau langage de la peinture. Donc ces icônes byzantines ont été présentées en 1906 et 1907 à Paris par le fameux Sergueï Diaghilev qui avait créé les ballets russes, qui créera les ballets russes, mais à cette époque-là il s'intéresse d'abord à la peinture et c'est lui qui va présenter les premières icônes, grandes icônes depuis le IVe siècle, russes en France, qui vont fasciner ces artistes à la recherche de nouvelles règles pour échapper à la représentation illusionniste, à la perspective occidentale qui est appliquée depuis la Renaissance dans la peinture européenne et justement trouver de nouveaux modes de représentation, parfois plus symboliques, de raccourcis, de modifications optiques. Donc ça a beaucoup intéressé Picasso, mais on le voit ici, Matisse également. Donc là, on vient de voir défiler toute une séquence d'œuvres de la période marocaine, 1912-1913, qui ont été peintes expressément pour venir nourrir l'accrochage chez Tchoukine. Est-ce que ce sont des commandes? Alors, justement, Matisse était réticent à toute commande. C'est-à-dire que c'est un cadre qui est un cadre de commande où étaient prédéterminés des formats et parfois des destinations dans l'arrangement des tableaux du Palais Trubetskoï, mais bien évidemment, Matisse voulait garder la main sur son sujet, sur les coloris, etc. Et ce tableau, notamment, la desserte, avait été commandé par Tchoukine qui en avait donné à la fois les dimensions et la couleur, parce qu'il voulait une œuvre bleue. Et ça se fait ça d'expressément demander une couleur? Alors il avait demandé, mais Matisse va le peindre en bleu et puis va le repeindre en rouge. Et Tchoukine devra bien accepter cette transformation. Et c'est là qu'on a toute une correspondance entre Matisse et Tchoukine qui est conservée en France dans les archives Matisse et qui permet justement de suivre toute l'évolution de Tchoukine qui est obligé d'accepter que l'artiste est autonome, c'est lui qui décide de ses coloris, de ses formats, de ses motifs, du début et de la fin d'une œuvre, de la manière de l'encadrer souvent. Et c'est au fondement de ce qu'est la peinture moderne, le projet de l'artiste moderne. Et Tchoukine doit bien en passer par là. Et il va apprendre, il va assimiler grâce à Matisse cette nouvelle éthique d'un véritablement philanthrope où la peinture quitte ce statut décoratif de la commande. On vient remplir un projet qui ne nous appartient pas et pour développer son propre projet. Alors, je vous rappelle juste qu'on est dans l'exposition Tchoukine à la Fondation Vuitton, une exposition qui vit ses dernières heures, puisque demain l'exposition ferme. Et donc nous sommes avec Anne Baldassari dans la salle consacrée au Matisse. Et là nous sommes devant la desserte Harmonie Rouge de 1908, qui est la première grande commande de Tchoukine à Matisse. Donc on peut se diriger justement vers cette nature morte. Alors justement, Tchoukine va accepter la grande desserte rouge, mais il va demander à nouveau une nature morte en bleu, avec ce bleu qui est d'après il existe un autochrome de cette grande peinture en rouge et qui nous permet de voir qu'on avait un traitement de ce type-là, avec des bleus, des verts, des turquoises. Et donc, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un moment où Tchoukine est en grande compétition avec une famille de collectionneurs américains installés à Paris, qui sont les Léo et Gertrude Stein et leur frère Michael Stein. Et en fait, Tchoukine va rencontrer les Stein à la fin 1907. Et à partir de ce moment-là, ce sera une très, très grande compétition, tableau par tableau. On le reverra avec Picasso, ils vont se disputer chaque toile et on va assister comme ça à une sorte de dialogue entre collectionneurs extrêmement virulente. Ici on a une séquence centrée autour de l'intérieur au poisson rouge de 1912, aujourd'hui au musée Pouchkine. On peut voir justement un Matisse, grand tableau emblématique, ses coloris extrêmement suaves, originaux, singuliers de Matisse, mais aussi cette thématique des poissons rouges qui renvoie à la philosophie asiatique. C'est une sorte de cercle infini. On est vraiment dans une approche très originale de Matisse par rapport à ces thématiques.
Et j'ai accroché autour 2 œuvres plus tardives de 1914 qui ne sont pas aujourd'hui dans les collections russes. Celle-ci est au Centre Pompidou, c'est l'atelier quai Saint-Michel. Et celle-ci, La femme au tabouret, se trouve au Musée d'art moderne de New York. Ce sont des œuvres que Tchoukine va choisir à l'atelier à l'été 1914. Elles seront empêchées de rejoindre la Russie à cause de l'éclatement de la guerre. Et j'ai voulu les montrer parce qu'elles nous permettent de mesurer l'intérêt qu'avait Tchoukine pour l'œuvre de Matisse, au-delà du caractère chromatique, sensuel, orientaliste de cette peinture. Il était prêt déjà à suivre Matisse dans une peinture beaucoup plus méditative, beaucoup plus géométrique et monochromatique, enfin quelque chose de beaucoup plus austère aussi. Et cette peinture, notamment La femme au tabouret ou l'extraordinaire quai Saint-Michel, nous montre un Matisse qui est en train de devenir un peintre cubiste. Donc on est vraiment à un moment de tension très forte dans l'œuvre de Matisse, et Tchoukine avait préacheté ces 2 toiles. Donc il s'y intéressait, et il était prêt à soutenir cet artiste qui est déjà très différent, très au-delà de ce qu'on peut voir ici. Donc là, on entre dans la première salle de confrontation entre les artistes de la collection Tchoukine, les artistes modernes français, et les artistes russes. Et on aura 5 salles qui vont dialoguer, permettre de voir dialoguer ces artistes. Donc, on va commencer par ce Matisse de 1909, Nymphe et Séraphie. C'est une salle de nu, non, je me trompe? Oui, alors c'est la thématique du nu qui était un grand thème d'interdit. Hein. Je l'ai appelé totem et tabou pour cette raison. C'était un interdit très fort pour Tchoukine, à cause de ce que je vous expliquais, de ses croyances, et puis du fait qu'il était assez conformiste. C'était un bourgeois. Un bourgeois conformiste, conventionnel. Et quand il invitait ses amis, il n'avait pas envie de les choquer. C'est la raison pour laquelle il a surtout collectionné des paysages. Et donc là, on a cette nymphe et cette cire de Matisse qui est emblématique de ce que Matisse appelait, il disait, nous sommes en train de créer les nouvelles cosmogonies, avec ces figures allégoriques qui se nourrissent de la culture gréco-romaine, et en même temps qui les transpose dans cet univers à la fois fruste, sommaire, érotique, qui était celui débattu par Matisse et Picasso dans ces années. Et le tableau arrive à Moscou très, très tôt en 1909. Et on peut voir, donc, dès l'été 1908, Tchoukine ouvre son palais au public. Chaque dimanche, il accueille les visiteurs, il les guide. Et il y a des débats extrêmement virulents, parce qu'il y a beaucoup d'opposition. Il y a des gens qui sont choqués. Il y a des gens qui sont choqués, il y a beaucoup de moqueries, beaucoup de violence. Certains tableaux sont abîmés, il y a des œuvres qui sont dégradées. Des gens viennent à la fois hurler et rire chez Tchoukine. Ils le traitent de fou. Les gens disent... C'est une citation, c'est à propos des Gauguins qui nous paraissent aujourd'hui des peintures sacrées. Il était dit, ce sont des peintures peintes par des fous et collectionnées par un fou. Donc on était quand même dans quelque chose qui était très violent. Et les seuls qui adhèrent à cette collection, à part quelques intellectuels éclairés, sont les jeunes peintres. Les jeunes peintres russes. Les jeunes peintres russes qui sont encore étudiants souvent, qui viennent de Kiev, d'Ukraine, qui était à l'époque russe, ou de Moscou, qui viennent de l'Institut des Beaux-Arts, et notamment Malevich, mais aussi Rodchenko, Tatlin et bien d'autres. On va les découvrir dans l'exposition. Et on peut voir comment, donc on est en 1911, très vite, c'est la période primitiviste de Malevich, qui a été fauve à la manière de Matisse, peu de temps auparavant, et bien comment la figure du baigneur est reprise, à très peu de choses près, elle est reprise, bien évidemment, elle est traitée dans une autre dimension. Il a nourri aussi de références à la peinture commerciale des Loukis, à la culture traditionnelle russe, tout ce qui est broderie, mobilier, décoration, et dans cette sorte de convergence, on a une première proposition autour de cette figure empruntée à Matisse. C'est ce qui est intéressant. Et on voit ce dialogue pictural se faire
c'est directement accessible. On voit que les formats sont très proches et et on peut voir comment c'est peint. Bon, alors, j'ai bien évidemment pas sélectionné des œuvres qui seraient les plus littérales. Il ne s'agit pas de copies, mais on a par exemple des quasi-copies faites par Larionov d'après Monet. Alors là, c'est une autre démarche et mon projet n'est pas de vouloir établir tous les éléments d'une filiation entre ces artistes, mais de montrer des points forts. Donc ici, c'est le seul nu, véritablement au sens strict de la collection Tchoukine, un grand nu de Matisse, le nu noir et or de 1908. Là-bas, on a un autoportrait nu de Picasso de 1909, donc, qui s'inscrit dans l'histoire des autoportraits nus depuis 1906 que Picasso fait de lui-même et qui sont une manière de dire pour accomplir cette révolution en peinture, je dois me démunir de tout vêtement, mais aussi de tout artifice et de tout moyen. Et cette espèce de mise à nu de l'artiste, elle conditionne aussi la révolution picturale. Et donc entre ces deux tableaux, on peut voir comment Tatlin va faire sa propre synthèse avec ce grand nu rouge et bleu, comment Larionov regarde Matisse avec la monochromie, l'arabesque, le caractère allégorique, mais en même temps regarde Picasso avec tout ce qui est notation de texte, parce que ce tableau est un peu plus tardif, hein, il n'est pas exactement concomitant dans le temps. Et en même temps, on a vraiment cette référence aux enseignes commerciales russes, dont il emprunte toute cette iconographie très à la fois vernaculaire et brutaliste, avec des petits personnages. Enfin, tout ceci vient vraiment de la peinture décorative des enluminures russes. Et si on a une grande figure... On va finir avec le Rodchenko. Voilà. Donc, qui s'appelle Robot, et qui est un peu plus tardive encore, et qui est une sorte de conclusion pour cette salle, où on peut voir comment... Alors là, c'est Picasso, la clé. On va y revenir dans les autres salles. Et où la géométrisation, le signe, les plages colorées, l'autonomie de ces plans les uns par rapport aux autres bâtissent une nouvelle proposition qui est fondée sur une dynamique et où on n'est plus censé obéir à la représentation illusionniste, on n'est plus en train de copier le réel, mais en train d'inventer avec quelques signes de nouvelles figures, une nouvelle réalité. Voilà, donc là on était dans les salles Matisse. Je vous rappelle qu'on est dans la Fondation Vuitton, on vit les dernières heures de l'exposition Tchoukine, icône de l'art moderne, et nous sommes avec Anne Baldassari, la commissaire générale de l'exposition. Et alors Non, on n'a pas fini. Et donc justement, où allons-nous ensuite? Alors on va grimper un étage et on va aller chez Picasso, dans la séquence Picasso et avant-garde, où on voit comment progressivement, et on va retrouver ce dialogue entre Picasso, Matisse, Cézanne, Gauguin aussi, et les artistes russes qui vont faire la révolution en peinture. Et comme vous le savez, après l'échec de la révolution bolchevique, ces artistes vont soit être conduits à l'exil, soit se retrouver à devoir peindre de manière figurative parce que c'était la règle et qu'il valait mieux ne pas lui désobéir. Donc complètement contraint de servir un système à la fois de propagande et de... Donc, Je peux vous interrompre une minute. Il y a plusieurs citations. Alors là, c'est peut-être un peu sombre. Il y en a peut-être une plus loin. On en montrera d'autres. On va continuer à avancer. On va la lire. Alors, vous sentez que quelque chose vous a empoisonné, mais quelque chose s'éveille en même temps en vous. Donc, c'est une citation magnifique sur l'empoisonnement par la peinture, l'empoisonnement du bon sens, de toutes les règles de la représentation de ce qu'on appelle, la réalité, et qui justement se dissocie. Et c'est une citation d'Alexandre Benoît, qui appartenait à une grande famille d'intellectuels français implantés à Saint-Pétersbourg, et qui était très proche de Serge Diaghilev. Et il a été un des premiers commentateurs de la collection Tchoukine, un des premiers à s'attaquer aux avant-gardes françaises, à critiquer, et puis finalement...
Là, il parle de Picasso dans cette citation sur l'empoisonnement. Et en fait, il parle justement du fait que la peinture de Picasso, oui, c'est un poison, mais justement, elle éveille à une autre réalité, à une autre sensation, à d'autres conceptions. Et c'est très intéressant de voir que ces citations qui datent de 1908, de 1910, de 1912, elles sont contemporaines de l'arrivée des tableaux. Et elles font une sorte d'effet retour. Et elles nous parlent du choc que représentaient ces tableaux parce qu'aujourd'hui, on est quand même en 2017. Donc, ils se connaissent depuis 1905. Il y a un écart générationnel entre eux, puisque de pères symboliques. Et quand Tchoukine arrive au bateau la voir, il va découvrir ce grand tableau, Les Trois Femmes, qui est en train d'être fini et qui est donc sans doute le plus grand chef-d'œuvre de cette période, avec les Demoiselles d'Avignon. Et ce tableau était accroché dans l'atelier à côté des Demoiselles d'Avignon. Donc, le choc dans une toute petite salle, toute petite pièce, parce que on est ici dans un espace surdimensionné, dans une toute petite. Imaginez ce tableau énorme posé sur un grand chevalet au ras du sol, avec à côté les Demoiselles d'Avignon, et le choc qu'éprouve Tchoukine est un tremblement de terre. C'est-à-dire que tout son monde s'effondre, s'écroule, et il tombe fou, amoureux de ce tableau, amoureux, et avec toujours cette part d'horreur. Il y a un peu de répulsion aussi. De l'effroi en l'occurrence. La répulsion, c'est plutôt pour la peinture, le portrait dont on parlait tout à l'heure. Là, c'est un effroi qui, justement, ce dérangement crée quelque chose de nouveau. Et il veut acheter ce tableau, mais le tableau va partir justement toujours chez les Stein, ces grands collectionneurs américains. Donc il lui passe sous le nez. Il lui passe sous le nez. Et donc il va acheter par défaut toute une série de peintures, dont cette grande peinture, Méditation, La femme à l'éventail ici. Il va acheter ces peintures-là ce jour-là, le jour même où il va découvrir Picasso et ses toiles. Et puis, quelques années plus tard, il va réussir à racheter le tableau Stein, puisque le frère et la sœur divorcent entre guillemets, et il va donc lui s'approprier un certain nombre de tableaux, et notamment Les Trois Femmes, qui vont conclure sa collection. Donc là, toute la séquence de toiles, ce sont des œuvres de 1908 et qui montrent ce qu'on appelle la période africaine de Picasso, une peinture justement primitive, alors là on est déjà dans une phase un petit peu moins virulente, mais souvent elle est très scarifiée, on a des effets, il est sous l'emprise de la statuaire africaine, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Tchoukine va réunir une collection d'art africain et océanien. Oui, on voit, il y a des sculptures aussi, il n'y a pas que des tableaux dans cette exposition. Alors on en a peu, parce qu'il en avait peu lui-même, mais toutes ces sculptures sont réunies ici. On a pu voir un bronze de Mayol dans la salle des portraits féminins, le seul bronze de la collection, et ici on a un ensemble de bois africains qui sont achetés par Tchoukine en 1912, et c'est très tôt pour s'intéresser à l'art africain. À cette époque-là, seuls les artistes s'y intéressaient. On avait les premiers masques dans les collections de Vlaminck, de Derain, de Matisse et de Picasso, des masques ou des statuettes. Et Tchoukine achète cet ensemble à Paris. L'ensemble vient d'une autre collection particulière, sans doute la collection de Berthier-Wieland, qui était des proches de Picasso. Et Tchoukine disait, je le cite, qu'il a acheté ses œuvres, qu'il regardait la sculpture africaine pour comprendre la beauté contemporaine de Picasso. Donc, c'était son cheminement passé par cette statuaire. Alors là, on a un peu avancé, on rentre dans une autre salle. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors justement, donc on est la deuxième salle de confrontation, cette fois-ci uniquement avec Picasso, et on a deux peintures de Picasso, l'une au centre ici. Alors allons-y, on va s'approcher de celle-ci. La fermière debout, et ici la fermière en buste. Donc ce sont deux peintures qui sont exactement contemporaines, sans doute peintes dans les mêmes heures. C'est le même personnage, en 1908 toujours, très hiératique, géométrique, avec une approche très sommaire, et des peintures donc extrêmement à la fois violentes et vigoureuses aussi dans leur expression. Alors ce sont justement, je vous invite à lire l'une des citations que j'ai accrochées un peu plus loin sur la perception de ces grands personnages par les artistes et les commentateurs contemporains. Et on peut voir ce tableau de 1908 qui arrive
à Moscou en 1912 et qui est immédiatement à nouveau regardé par Malevich. On a vu Malevich tout à l'heure regardant Matisse. Donc là, juste à droite, vous avez mis... voilà, donc on a un Malevich qui est La femme au seau de 1912 et quelques mois plus tard, une autre femme au seau par Malevich dans sa version cubo-futurisme. Et on peut voir l'accélération qui est produite par l'arrivée de peintures comme celle-ci. On ne peut pas comprendre ce qui se passe en Russie sans regarder la collection Tchoukine et notamment regarder les Picasso de cette période. Et ici, cet accrochage est plus indicatif. Là, on n'est pas dans des vis-à-vis exacts, hein. Mais on peut voir comment ce grand tableau de le panneau jaune que nous avons vu plus tôt, et puis en même temps, eh bien, le dialogue avec la fermière de Picasso est direct. Et autour de Popova, deux moments différents de son travail. Là, un autre Popova. Voilà. Et alors, on va aller lire cette citation parce qu'elle est intéressante et qui nous permet de mesurer, de comprendre la manière dont c'était perçu. Alors, on va peut-être le filmer. Oui, on va montrer la citation là, qui est en... Voilà. Je vous laisse la lire. Alors, une sauvagerie sans borne nous contemple. Alors, pensez à cette fermière et aux trois femmes. Nous contemple depuis les murs, bonnes femmes pétrifiées, pataudes, tordues, toutes de travers, au visage idiot, sinistre et broussailleux, que l'on croirait découpées dans du bois. Ici, on dirait des décalcomanies décalées et baveuses, démesurément agrandies. Là, à cette visite, on a encore quelques minutes, mais surtout, je voudrais finir avec... dans la dernière salle, alors peut-être. Oui. Très bien. Parce qu'en plus, vous avez caché quelque chose aux visiteurs. Oh. Enfin, en tout cas, vous avez joué un peu. C'est la lettre volée. On le voit tellement qu'on ne le voit plus. On ne voit que ça. Il y a des choses cachées partout, en fait. Parce que la peinture, d'abord, ne dévoile pas tout de suite. Et elle-même, vous savez, j'ai fait cette exposition, je l'ai préparée pendant 2 ans. J'ai d'une certaine manière étudié toute ma vie ses œuvres. Et j'apprends tous les jours. Je découvre des choses tous les jours dans l'exposition. Et là, c'est presque fini. Hein. Donc, donc, je me dépêche. Donc voilà, c'est la dernière salle de l'exposition qui a été construite dans cette grande salle de Guéry qui s'appelle la cathédrale, dans la toponymie des lieux du bâtiment de Franck Guéry qu'il a créé pour la Fondation Vuitton. Et on a créé dans cette cathédrale une sorte d'espace de cube ouvert, de chapelle donc, qui est construite autour d'une confrontation extrêmement précise entre une grande peinture de Cézanne, donc notre père à tous. Il s'agit de Mardi Gras, un tableau de 1888-1890, où on peut voir les deux figures, la figure divine et positive du Pierrot, qui est donc une valeur positive, et puis l'Arlequin démonique, avec son habit géométrique qui se forme et qui se déforme avec la marche de l'artiste. Et l'habit d'Arlequin, ce sera l'habit que Picasso va endosser et qu'il va garder toute sa vie, jusqu'en 1936, avec une gouache fameuse qui s'appelle justement le Minotaure avec la dépouille d'Arlequin. Et c'est le moment de la disparition d'Arlequin. Et ici, on a 2 Picasso 1908, toujours qui se font face, et notamment Bolver et Flacon Noir, qui est littéralement une icône au sens de l'iconographie orthodoxe, dans son format, son aplat, le symbolisme des couleurs, et également les règles de la représentation, avec ce bol qui est impossible à voir dans cette position, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir l'intérieur du bol et son côté dans la perspective de la Renaissance albertinienne, alors que dans cette approche de l'iconographie byzantine, vous pouvez le faire. Donc on est ici dans une salle où j'ai présenté aussi en hauteur, si c'est ce que... C'est à ça que je pensais. Oui, alors voilà, ça c'est un Malevich de 1916, 4 damiers en noir et blanc, et je l'ai accroché dans cette position parce que Malevich avait accroché son carré noir sur fond blanc dans
ce qu'il considérait être la dernière exposition de l'histoire de la peinture, une exposition qu'il avait intitulée 0.10 en 1915, donc un petit peu précédemment. Et cet accrochage de la dernière peinture, de l'histoire de la peinture au sens où nous l'entendons et où nous l'entendions à l'époque, se faisait donc dans l'angle de la pièce, à l'endroit où dans les maisons, dans les isbars russes, on accrochait les icônes. Et l'icône est accrochée sur cet axe, face à la porte d'entrée, justement dans une sorte d'axe médian par rapport à l'espace réel, à l'espace prosaïque, à l'espace de notre réalité immédiate, et qui ouvre justement sur un espace infini, un espace autre qui échappe à la perception ordinaire. Et ce qui est très beau aussi, c'est qu'en russe, cet espace, on l'appelle le coin de la beauté, et non pas le coin du sacré. Donc cet espace de la beauté, avec cet accrochage extrêmement complexe, historique, mené par Malevich, est une manière aussi d'introduire à cette présentation du carré noir sur fond blanc de Malevich, de la raie verte de Rosanova, de la sphère rouge de Kliun, et puis de l'architectone de Malevich. Et ces œuvres sont une sorte d'abécédaire, de règles de la nouvelle peinture qui s'est édifiée entre 1915 et 1920, les poussières, et qui va justement être frappée extrêmement violemment d'interdit avec le rappel à l'ordre de l'idéologie soviétique. Et une dernière chose, oui, cachée, donc l'architectone de Malevich, qui avait poussé la question de la peinture allant vers la sculpture, elle-même allant vers l'architecture, est une clé pour comprendre l'architecture de Guéry. Donc quand on est ici, on voit l'architecture de Guéry, comme on a levé la tête pour ce Malevich, et bien on continue, et on va voir ici les grands skylights de Guéry, toute la logique de son architecture, mais il va y venir. On va le voir dans un instant, l'architecture de Guéry. Donc on voit à partir de cette clé de l'architectone nous permet de mieux comprendre ce qui se passe avec l'architecture de Guéry et partout dans le bâtiment, pas seulement dans cette salle, mais enfin cette salle est une des plus impressionnantes. Et par jour de lumière et de beau temps, si possible le matin, on voit l'œuvre de Buren par transparence, puisqu'on a en haut une grande installation en magenta dans cette zone. Et puis quand la lumière est là, quand le soleil est là, eh bien la couleur se disperse à l'intérieur de la salle et dialogue directement avec ces œuvres des avant-gardes russes. Oui, malheureusement, on ne peut pas la voir ce soir puisqu'il fait nuit. Avec un peu d'imagination, on comprend mieux. Et puis, il y a beaucoup d'images sur l'exposition qu'on peut trouver sur Internet. Donc, pour ceux qui veulent trouver, on trouve. Mais c'est une manière d'inscrire l'exposition dans ce bâtiment et dans l'art en train de se faire aujourd'hui. Et pour nous rappeler que c'est ce qui se passe dans cette histoire. On a traversé un siècle et demi de peinture, reste actif, vivant, toxique peut-être, continue à nous empoisonner et à empoisonner le bon sens, le sens commun et à nous permettre de changer et le monde et la vie. L'exposition touche à sa fin. Il vous reste quelques heures pour venir la voir en vrai. Toute la journée de demain quand même, voilà, de 7h à 23h demain. Et après c'est fini. Il y a eu plus d'1 million de personnes. Oui, je pense que nous allons vers 1 200 000 visiteurs. Ce sont les chiffres. Comme il y a énormément de monde, on fera un comptage demain. Enfin, on pouvait s'y attendre à un tel succès ? Oui, oui. Vous savez, les grandes expositions qui sont nourries par des sujets aussi passionnants. On a à la fois toute la narrativité, tout ce fil narratif autour de l'histoire de Tchoukine, sa biographie, ses drames. On a toute l'histoire de deux pays, la relation entre la France et la Russie pendant plus d'un siècle, qui se poursuit dans cette exposition. Puisque le dialogue franco-russe entre les artistes, les musiciens, les danseurs, il a nourri toute l'exposition. Et puis on a réuni ici quelques-uns des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la peinture moderne. Donc, et puis il y a aussi un fil didactique. Donc on a le narratif, l'historique
et le didactique, sans parler de l'artistique et de l'esthétique. Donc il est rare qu'une exposition puisse réunir tous ces éléments, et ce qui a fait son succès, c'est ce caractère épiphanique, ce moment où la beauté et la connaissance fusionnent et nous amènent ailleurs, et c'est ce qui l'émotion porte ça. Merci beaucoup Anne Badlassari, on vous laisse parce qu'il y a un concert qui va bientôt commencer. Et puis je vous remercie tous de nous avoir suivis, et puis à bientôt pour d'autres expositions en live sur Explicit. C'est bien, c'est très bien de faire ça.